Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie le comité d'organisation pour la nouvelle invitation. Je suis ravi de présenter de parler de la maladie de Fabry au cours de ces masterclass. Merci à tous les gens connectés et je regrette de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous, mais j'ai un petit conflit d'agenda au cours de ce mois de novembre. Alors donc, je vais vous faire un best-of des publications récentes sur la maladie de Fabry. Alors, je vous expose ma méthode. Je suis allé sur PubMed, j'ai tapé deux mots-clés, Fabry et Heart, et j'ai sélectionné 2 années, 2023-2024, et j'ai eu 177 résultats. Donc, première, euh, premier point, c'est l'augmentation croissante, l'intérêt croissant pour l'atteinte cardiaque dans la maladie de Fabry, surtout en fait depuis la mise en route des enzymothérapies et des traitements spécifiques. Euh, euh, voilà. Et puis, deuxième point, ça sera une revue de la littérature vraiment focalisée sur le cœur dans la maladie de Fabry. Et puis, un troisième point que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a une majorité de publications italiennes. Donc, félicitations aux Italiens qui sont largement en tête pour les publications en ce qui concerne le problème cardiaque. Alors, je commence par une publication italienne. C'est une publication de Maurizio Pieroni et de Robert Desnick, donc deux personnes vraiment référentes et impliquées de longue date dans la maladie de Fabry. Et un article qui est paru dans l'Européenne en fin d'année, qui est vraiment un article de référence assez incontournable, à mon avis, pour les cardiologues qui s'intéressent à la maladie de Fabry, et dans lequel, en fait, ils vont faire un point sur euh, la place du cardiologue, comment en fait le spécialiste des cardiomyopathies va interagir avec les disciplines de la cardiologie. Et un premier point intéressant, c'est l'apparition du cardiopédiatre, qui jusqu'à présent était quand même pas très apparent dans la maladie de Fabry, puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Mais là, il fait son apparition. Et puis le deuxième point intéressant, c'est le rôle du cardiologue à toutes les étapes de la prise en charge dans la maladie de Fabry. Le diagnostic, on sait maintenant que la majorité des diagnostics viennent du cardiologue. Le diagnostic et le suivi des patients qui ont été diagnostiqués très précocement au cours du dépistage familial, la mise en route du traitement, le suivi de l'efficacité du traitement sur l'atteinte cardiaque, la prévention cardiovasculaire et des complications de la maladie de Fabry, la recherche clinique, et le tout en étant intégré à une équipe multidisciplinaire spécialisée. Alors, en fait, cet article, ça va être un peu le plan de ma revue de la littérature. Je vais commencer par le rôle incontournable du cardiologue dans le diagnostic et dans l'amélioration du délai du diagnostic notamment. Alors, dans son article, Pironi, il rappelle plusieurs scénarios à partir desquels on doit évoquer en cardiologie une maladie de Fabry. 4 scénarios souvent intriqués. Premier scénario, c'est le bilan d'une HBG, ce sera la situation la plus fréquente, avec là un seuil d'hypertrophie qui a été abaissé. On est à 12 mm, ça c'est intéressant. On n'est plus à 15 mm comme dans les recos de 2014, hein. On est vraiment sur une hypertrophie modérée. Des troubles électriques, comme vous a montré Antoine. Un troisième point important, c'est l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc, ça peut être un mode d'entrée dans la maladie. Et les syndromes coronariens à coronaire saine. Et là, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est assez fréquent. Et notamment lorsque c'est associé à une hypertrophie même modérée, ça doit nous faire évoquer une maladie de Fabry. Donc, ça, c'est un premier point intéressant, je trouve, de cet article. Alors, Antoine nous a parlé de pourcentage de Fabry parmi les hypertrophies. Et il y a eu plusieurs études de screening depuis de nombreuses années. Et il y a encore eu cette année un screening pour essayer de voir la prévalence de la maladie de Fabry parmi les HVG. C'est une étude chinoise qui euh, a fait tester systématiquement des patients avec une HVG définie à l'échographie à partir de 13 mm. Et sur 906 patients, ils ont trouvé une prévalence de 0,9%, ce qui correspond vraiment à ce qu'on avait trouvé dans l'étude européenne,
Et également dans l'étude de Albert Agege, l'étude Focus, on était à 1%. Une autre étude, ça c'est un screening génétique aussi donc de Albert Agege qui a testé en fait plusieurs panels génétiques pour le bilan génétique des cardiomyopathies hypertrophiques. Il y a 748 patients qui ont été testés avec un premier panel de 12 gènes qui comportait l'analyse du gène GLA. Et, eh bien là, il y a eu 9 patients favoris identifiés, soit une prévalence de 1,2%. Donc, on est vraiment, tout ça, ça confirme le 1% qui ressort euh, sur les dernières études. Un autre point qui a été souligné par Pieroni, c'est donc les red flags, les points d'alerte, et notamment concernant l'IRM. Alors l'IRM, c'est un examen qui est absolument incontournable, notamment avec l'analyse du tiers mapping, mais également du T2, c'est ce qui est rappelé ici, le T2 qui va augmenter dans certaines formes inflammatoires. Alors, l'IRM, encore une étude italienne, c'est plutôt une série de cas, hein, qui a comparé les données IRM de l'histologie. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Il n'y a pas tant d'études que ça. Donc là, cette équipe rapporte le cas de 15 patients âgés de 39 à 63 ans. Les patients ont eu des biopsies endomyocardiques ou des analyses histologiques à partir de pièces de réduction septale chirurgicale. Et il y a eu deux paramètres histologiques qui ont été étudiés, le pourcentage de myocarde vacuolé avec des inclusions lipidiques et la surface que représentait la zone vacuolée par rapport à la surface du myocyte. C'est le pourcentage de myocyte. Et puis, ils ont comparé ça aux paramètres IRM standard, épaisseur myocardique, masse ventriculaire gauche, T1 mapping et rehaussement tardif. Alors, un premier point intéressant, c'est la relation entre l'accumulation et l'hypertrophie. Cette relation, elle n'est pas du tout linéaire, comme on peut le voir ici. Deuxième point intéressant, c'est quelque chose qui était connu mais qui est confirmé ici, c'est que les modifications histologiques précèdent les modifications cliniques ou paracliniques, donc identifiées en IRM. Dans le cas présent, donc l'hypertrophie du myocyte précède l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'accumulation précède la baisse du T1, et puis la fibrose détectée en histologie précède la fibrose détectée par le rehaussement tardif en IRM. Troisième point intéressant, c'est à partir de quand le T1 mapping est abaissé? Eh bien, quand il y a plus de 45% des myocytes qui ont des vacuoles d'inclusion lipidique. Donc ça, c'est quand même ce qui nous dit que quand le T1 est altéré, abaissé, on est déjà sur un pourcentage de myocytes euh, atteint assez important. Et puis, quatrième message, c'est que ce T1 mapping, il est corrélé, la baisse du T1 est corrélée en fait au pourcentage de myocytes vacuolés jusqu'à ce que l'hypertrophie apparaisse. Et peut-être qu'en fait, lorsque l'hypertrophie apparaît, il y a déjà un peu de fibrose et on sait que la fibrose, ça va pseudo-normaliser le T1. Alors, autre point abordé par cet article de référence, c'est le staging ou la stadification ou l'évaluation de l'atteinte myocardique qui est étroitement corrélée à la stratification du risque, au pronostic et à la prédiction d'événements cardiovasculaires. Alors, il y a une étude italienne encore qui a proposé une nouvelle stadification uniquement en échographie. C'est une étude multicentrique, rétrospective, 314 patients qui ont été suivis en moyenne 8 ans. Et la stadification proposée repose sur une échographie standard avec un stade 0, pas d'atteinte euh, cardiaque. Stade 2, une hypertrophie à partir de 12 mm. Stade 1, pardon. Stade 2, une dilatation de l'oreillette gauche débutante. Et le stade 3, c'est une franche altération avec une dysfonction systolique, FEVG moins de 50%, des troubles de la fonction diastolique importants avec un rapport E sur E' supérieur ou égal à 15, et même une altération de la fonction VD basée sur le TAPS. Alors, ils ont regardé eh bien, la survenue d'un événement cardiovasculaire qu'on définit par un décès toute cause, une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, un nouvel épisode de fibrillation auriculaire, une bradyarrhythmie importante, une tachyarrhythmie ou un AVC ischémique. Et en fait,
ils identifient que eh bien, le stade échographique, comme ils l'ont défini, est un puissant marqueur indépendant de prédicteur de survenue d'un événement cardiovasculaire. Alors, dans cette même revue, il y a eu un éditorial intéressant à mon avis, puisqu'il refait une synthèse de tout ce qu'on peut utiliser actuellement en cardiologie pour le staging, pour évaluer l'atteinte myocardique. Donc, le staging échographique proposé par Nochi, les biomarqueurs avec le classique, le NT-proBNP, la troponine-T, le lyso-Gb3, et tous les critères IRM, le T1 mapping et son évolution, la fraction d'éjection, le strain longitudinal en IRM, l'évolution de l'épaisseur myocardique, l'amincissement notamment, le rehaussement tardif, l'évolution de la masse ventriculaire gauche, le T2 élevé dans les formes inflammatoires, et puis là, un autre paramètre atrial, le strain de l'oreillette gauche. Alors, il y a eu une autre étude qui s'est aussi intéressée au staging en échographie. C'est une étude issue du registre taïwanais, donc étude rétrospective, un seul registre, 268 patients. Et là, la question, c'était est-ce que le degré d'hypertrophie est corrélé, enfin, permet de prédire la survenue d'un événement cardiovasculaire. Et ils ont défini donc 3 degrés d'hypertrophie en échographie. Et ils se sont également intéressés à la déformation myocardique, à la valeur ajoutée du GLS, la déformation myocardique longitudinale, pour définir, prédire les événements cardiovasculaires. Donc, eh bien, en fait, oui, hein, plus le patient a une hypertrophie, plus il est à risque d'événements définis par un décès toute cause, une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, de la l'ATV soutenue ou un AVC ischémique. Et puis, là aussi, il y a un intérêt donc d'analyser la déformation longitudinale du ventricule gauche, où lorsque le GLS est à moins de 14%, eh bien, on a plus d'événements cardiovasculaires. Et donc, le GLS est vraiment intéressant lorsque le patient a une hypertrophie importante, puisqu'on voit qu'il y a une nette différence et ça permet vraiment de stratifier le risque et la population à risque. Autre étude issue du même registre, mais là en IRM, c'est une étude qui avait pour objectif de dire combien est-ce qu'il y a, quelle est la proportion de patients Fabry avec hypertrophie ayant un anévrisme de l'apex. Et on sait que cette forme avec anévrisme de l'apex, c'est une complication classique dans les CMH sarcomériques avec une valeur pronostique. Et donc, c'était aussi la deuxième question. Est-ce que ces patients qui ont cette forme-là font plus d'événements? Eh bien, à partir donc, de 266 patients, là, on a un peu moins de patients parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas pu avoir l'IRM, 105 patients qui ont une hypertrophie, il y a 10% de ces patients, 11 patients exactement, qui ont cette forme avec un anévrisme de l'apex. Alors, soit une forme sévère avec vraiment prise de contraste complète et un amincissement complet de l'apex, soit des petites déformations juste du capuchon apical. Et donc, ces patients qui ont cet anévrisme apical, eh bien, ils font beaucoup plus d'événements que les patients avec hypertrophie sans anévrisme. Et notamment, ils font plus d'arythmie ventriculaire, quasiment 25 fois plus d'arythmie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a toujours du mal à stratifier le risque rythmique de ces patients et ce signe-là eh bien, pourrait être intéressant et faire pencher notamment la balance pour la décision d'un défibrillateur. Alors, il y a des limites à cette étude. Hein. C'est les patients qui ont cette forme-là, c'est quand même les patients les plus âgés, hein, avec une moyenne d'âge à 67, plus ou moins 9 ans, donc des patients âgés, et donc avec des formes très évoluées. Et c'est des patients qui ont surtout une mutation, la mutation taïwanaise, et donc qui est présente dans 81%. Et donc, en fait, finalement, on n'a pas vraiment une population qui représente les patients Fabry. On a surtout, bien, en fait, des résultats au sein d'une seule population avec une seule mutation. Euh, Autre élément important, c'est la mort subite. La mort subite, donc, comme on l'a vu, c'est un problème quand même important pour ces patients et on a toujours du mal à stratifier le risque. Alors, sur 2023-2024, il n'y a pas d'article vraiment intéressant. Quelques revues, donc cette revue italienne qui, en fait, fait une synthèse. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elle nous fait dans un premier tableau la synthèse des études
qui se sont intéressés au pourcentage de mort subite et d'arythmie ventriculaire. Et donc, on peut voir deux choses. Un, c'est déjà qu'on a des études avec peu de patients pour la majorité des études. Il n'y a qu'une seule étude de Patel où il y avait 207 patients. Donc finalement, peu de données et des résultats très hétérogènes allant de 0%, très peu de pourcentage, à 24%. Donc des choses très hétérogènes qui font qu'on a quand même du mal à conclure sur les données actuelles de la littérature. Un deuxième élément intéressant de cette étude, c'était de nous rappeler les facteurs prédictifs qui sont à peu près retenus actuellement. Le fait d'être un homme de plus de 50 ans avec une masse ventriculaire à gauche importante, du rehaussement tardif et le fait d'avoir fait de la TV non soutenue. Alors ça, ce sont les critères qui ont été proposés, mais voilà, si on s'intéresse un peu aux éléments statistiques et aux risques, aux sur-risques statistiques, ben, on voit que, eh bien, on n'a pas de données. Donc actuellement, on n'a pas plus de données en 2024 sur la prédiction du risque de mort subite. Alors, il y a un éditorial qui a été proposé encore par une équipe des Italiens, rappelant en fait dans quelle situation on peut être amené à discuter le défibrillateur. Donc, ça, je trouve que c'était intéressant. Donc, la situation classique de prévention secondaire où là, finalement, ça ne pose pas de problème. La situation où le patient a une hypertrophie importante avec une fibrose extensive qui doit avoir l'implantation d'un pacemaker, où là, on peut aussi finalement proposer le défibrillateur. Et puis des situations où on va devoir discuter au cas par cas, hypertrophie importante, fibrose extensive, des syncopes inexpliquées ou de la tachycardie ventriculaire non soutenue. Et puis alors, excusez-moi, donc dans cet éditorial, en fait, il précise également donc, les problèmes pour stratifier le risque de mort subite. On n'a pas vraiment de données robustes et on n'a toujours pas de modèle de prédiction. Alors, le cardiologue intervient également dans le traitement, dans le timing du traitement, on identifie une atteinte cardiaque isolée, par exemple, et précoce, et également dans le choix du traitement, en fonction donc, de l'atteinte cardiaque, et puis pour l'évaluation du traitement sur l'atteinte cardiaque. Alors là, il y a eu quelques études intéressantes. Euh, une étude italienne encore, une série de cas, qui s'est intéressée en fait aux formes préhypertrophiques qui ont reçu une enzymothérapie. Alors, ils ont défini les formes préhypertrophiques par une hypertrophie de moins de 10,5 mm, identifiée en IRM, donc quelque chose vraiment de fiable et vraiment pas hypertrophié. C'est des patients qui avaient eu des biopsies au moment du diagnostic et au cours du suivi, avec une période de suivi allant de 4 à 20 ans. Des patients qui ont reçu un traitement par les enzymothérapies disponibles actuellement en France. Et donc les résultats, c'est que eh bien, l'enzymothérapie sur 13 patients sur 15, donc 87% des patients traités, a permis de stabiliser l'atteinte cardiaque. On peut le voir ici, on a juste ces deux patients qui ont progressé. Qu'il y a eu chez tous les patients une amélioration des symptômes cardiaques définis par la disparition des douleurs thoraciques et des palpitations. Autre élément intéressant, c'est qu'au cours du suivi par biopsie, il n'y a pas de nettoyage complet des biopsies, il persiste toujours des dépôts, et que chez les deux patients qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas évolué, n'ont pas été stabilisés par le traitement, eh bien, c'était des formes inflammatoires et les auteurs émettent l'hypothèse que cette inflammation va interférer et réduire éventuellement l'efficacité de l'enzymothérapie. Alors ça, c'est le cas donc d'un des patients, celui qui a eu 20 ans de suivi, un homme, 24 ans au moment de l'initiation du traitement. Donc l'IRM initial, l'IRM après 20 ans, donc c'est tout de même assez intéressant, même si c'est la preuve par un cas clinique. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit la persistance tout de même, même s'il n'y a pas de nette progression, pas de progression de la masse ventriculaire gauche, il persiste des dépôts lamellaires au sein des lésions. Alors, les limites de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de groupe contrôle, hein. Les patients qui n'avaient pas d'hypertrophie, qui ont eu aussi un suivi sans être traités. Alors, ils ont quand même fait un effort, les auteurs, ils ont trouvé un groupe contrôle de 10 patients qui n'ont pas eu d'IRM parce que à l'époque, c'était moins diffus, c'était moins disponible. Mais ils ont quand même eu des échographies et dans ce groupe-là, eh bien, en moyenne, ils ont progressé avec une hypertrophie qui apparaît et une masse ventriculaire gauche
qui augmente. Il y a eu une autre étude, une méta-analyse, qui a repris tous les patients qui ont eu un suivi de traitement par enzymothérapie sous IRM, 445 patients. Et donc, le résultat, c'est que eh bien, la masse ventriculaire gauche diminue, l'épaisseur pariétale diminue, le TA mapping est stable sous enzymothérapie et il y a une progression de la fibrose myocardique. Alors, cette étude, même si elle nous donne un panorama de tous ces patients rapportés dans la littérature, elle a de nombreuses limites tout de même. Et bon, c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Il n'y a notamment pas de groupe contrôle, donc des patients qui ont eu une série d'IRM sans être traités. Et c'est uniquement des données d'études d'observation. Une autre étude pédiatrique, une étude de Marc Fila, française, qui s'est aussi intéressée à l'évolution du myocarde évalué en IRM chez des enfants avec enzymothérapie. Il y a eu 5 patients traités. Et en fait, ils se sont intéressés à 3 critères, le T1 mapping, la qualité de vie, le l'ISO-GB3. Donc, on va surtout s'intéresser au T1 mapping. Il y a 3 patients sur 5 qui ont eu une normalisation du T1 mapping après 2 à 4 ans de suivi, 4 ans de suivi. Euh, et donc, avec donc des enfants qui étaient jeunes, 12, 4, 10 et 11. Hein. Donc, voilà ici le T1 mapping chez ces 3 patients qui se normalisent. Et donc, finalement, ce qui était intéressant, c'est que c'était une première étude pédiatrique et une impression quand même chez ces patients d'une efficacité en termes d'accumulation de stockage, quoi, parce que le TM mapping va se normaliser. Autre étude qui s'est intéressée à l'effet du traitement en IRM, une petite étude Mayura, 16 patients qui ont eu en traitement de première intention du migalastat. Ils ont eu une IRM à l'initiation, une IRM à 18 mois de traitement, pas de modification de la masse ventriculaire gauche, pas de modification significative du T1 natif, donc pas de dégradation, et même une tendance à 0,056, donc presque significatif, à une normalisation du T1 mapping. Et on peut considérer que ce ne sera pas le fait de la fibrose, parce qu'on est sur vraiment un suivi très court, et une amélioration donc, de la VO2 max chez ces patients. Et enfin, pour terminer, il y a eu un travail, une revue concernant la thérapie génique dans les cardiomyopathies, dans Jack Heart Failure en début 2024. Alors, je vais juste aborder rapidement le sujet parce que je pense que ça sera précisé plus tard dans l'après-midi. Donc, premier point qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'on voit que la maladie de Fabry, ça fait partie des pathologies où il y a le plus d'études concernant la thérapie génique. Il y a eu 3 études qui ont été initiées. Une première étude avec transplantation de cellules souches autologues qui a été interrompue du fait de mauvais résultats. Une deuxième étude avec une autre technique de thérapie génique, c'est une perfusion d'un gène GLA fonctionnel avec un vecteur non cardio spécifique. Et là, une étude qui s'intéresse un peu à la fonction cardiaque et à l'effet sur l'hypertrophie, mais dans les premiers résultats qu'on a, on a surtout une amélioration de la qualité de vie. On n'a pas de données sur le cœur. Et une troisième étude, pareil, où là, on perfuse un gène fonctionnel, mais avec un vecteur qui semble avoir plus cardio-spécifique avec un haut tropisme pour le cardiomyocyte, et une étude un peu plus centrée sur le cœur, hein, avec de l'imagerie cardiaque de la qualité de Fabien, vie. tu sais qu'on est sur Ah, du pardon? réseau, on est sur du réseau numérique et on a déjà 1 minute de retard. C'est la dernière diapo. Oui, faudrait Pardon. conclure, peut-être pas Et détailler donc, chacune de ces études. une étude qui a été interrompue, mais qui a quand même, qui a été ensuite repris, qui a montré des effets positifs sur le GLS notamment. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et désolé d'avoir un tout petit peu débordé.